On est vraiment super, super, super heureuse, émue de vous accueillir à la deuxième édition du colloque Recherche lesbienne. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. On a eu tellement de soumissions. On était vraiment heureuse de voir le programme. On a plus de 65 panélistes pendant 2 jours. On a un cocktail de bienvenue aujourd'hui. Il y a une soirée demain. Donc, on est vraiment content de pouvoir avoir cette occasion de réseauter, de parler. Pour nous, ça vient un peu de l'idée que on trouvait qu'il y avait vraiment un trou dans les colloques. Donc, souvent, dans les colloques LGBTQ, on parle plus d'enjeux généraux, on parle plus d'enjeux qui touchent parfois la population gay. Et dans les colloques plus féministes, on va parler des enjeux qui touchent les femmes et on va laisser de côté la diversité sexuelle et de genre. Donc, pour nous, c'est vraiment une belle façon de se réunir, de pouvoir parler entre nous, de pouvoir réseauter. Et on est vraiment honorés que vous soyez là. Donc, merci. On a des gens qui sont en ligne avec nous aussi. And also a little welcome word for all our English speak. Oh God, my English has to come back for all the English speaking people in the crowd. So thank you so much for being here. We were really excited because we have a few amazing panels in English coming up tomorrow. And we're pretty excited because it's our most bilingual event in a few weeks, in a few years, and maybe a few decades. I think it's been a while since we've had a really bilingual event. So we're really happy to have you here. And we're really sorry that we can't offer simultaneous translation. It was very, very, very expensive. So we were not able to do it simultaneously. So we were speaking about the possibility of maybe doing it completely bilingual, maybe next year or the year after. But for now, we're pretty excited. We were trying to turn on the subtitles on Zoom, but that didn't work either. But don't hesitate if you have any issues, you want to have a better idea of what's been going on in the conferences and you're mainly English speaking, come up to us after. We can talk. We can summarize things. We'd be really happy to do that. So welcome to our symposium and thank you for being here. Et sans plus attendre, je vais présenter notre conférencière d'ouverture qu'on est vraiment honoré d'avoir avec nous. Elle est venue de France pour revenir au colloque. Donc, merci vraiment d'être venue. C'est vraiment un grand honneur. Ça fait longtemps qu'on voit ces recherches circuler. Donc, on ne va pas seulement faire un colloque pan-canadien, mais on fait un peu un colloque pan-francophonie avec ta présence ici. Donc, docteur en sociologie, Sarah Jean-Jacques est spécialisée dans l'étude des questions de genre et de sexualité, avec un accent particulier sur les violences, discriminations et les inégalités liées à la question lesbienne. Elle est l'autrice d'un ouvrage publié en 2024 avec Sophie Pointurier, Le déni lesbien, qui va être en vente ici aussi tout à l'heure, celle que la société met à la marge des éditions HarperCollins France. C'est une bio très courte pour tout ce que tu as accompli, je trouve. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être là avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous partager ma joie d'être parmi vous aujourd'hui à Montréal. C'est la première fois que je viens en terre canadienne, donc c'est un réel plaisir pour moi d'être ici et de vous rencontrer. Je suis très heureuse de participer à cette seconde édition du colloque organisé par le Réseau des lesbiennes du Québec et très honorée d'ouvrir le bal des interventions dans le cadre de cette conférence d'ouverture. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe pour l'organisation de cet événement et en particulier Tara Chanadi et Inès Cabane. Alors, je m'appelle Sarah Jean-Jacques, comme l'a dit Tara, je suis sociologue et actuellement je suis chercheuse en post-doctorat à l'université Paris-Saclay. Et je suis également cofondatrice de l'Observatoire de la lesbophobie dont je vais vous parler juste après. Dernière petite précision, donc je suis française et je suis lesbienne. Depuis une dizaine d'années, j'ai donc consacré mes travaux à la question des violences faites aux lesbiennes. Et c'est à partir de cette position située que je vous propose un état des lieux de la lesbophobie en France. Cet état des lieux est nécessaire pour vous donner un aperçu d'un domaine de recherche qui en est à ses débuts en France. Et plus largement d'un sujet qui suscite très peu d'intérêt dans ce contexte-là. Ce retard, il est symptomatique d'un malaise toujours d'actualité autour de la question lesbienne, comme en témoigne le drame qui a marqué la rentrée scolaire 2025 en France. Donc la veille de la rentrée des classes, Caroline Grandjean-Pacou, une enseignante et directrice d'école, s'est suicidée après avoir été la cible d'un corbeau. Pendant presque un an, elle a subi du harcèlement sur son lieu de travail.
sur son lieu de travail, elle a été visée par des insultes et des menaces typiquement lesbophobes sous la forme de tags faits sous le préau de l'école ou de mots laissés dans la boîte aux lettres de l'école. Donc il était écrit « sale Gwyn »,« Gwyn égale pédophile »,« va crever sale Gwyn » et « dégage la Gwyn ». Les manquements de l'éducation nationale démontrent son échec à comprendre ce qui se jouait fondamentalement pour cette enseignante, mais aussi son incapacité à lui offrir une protection à la hauteur des violences qu'elle subissait. L'indifférence générale et celle des institutions témoignent d'une absence d'empathie déconcertante de la part de celles et ceux qui n'ont jamais été stigmatisés en raison de leur orientation sexuelle. Il est glaçant de constater qu'il a fallu attendre que ce drame survienne le jour de la rentrée scolaire pour que la société française ouvre enfin les yeux sur la lesbophobie. Alors, que savons-nous vraiment de la lesbophobie ? Le mot a intégré le dictionnaire français en 2015, mais reste inconnu du grand public et peu utilisé dans les médias. La notion apparaît pourtant pour la première fois dès 1998, à l'initiative de la Coordination lesbienne en France, une union militante de lesbiennes regroupées en associations et d'adhérentes individuelles. Le mot apparaît dans le rapport détaillé sur la lesbophobie dans le monde, réalisé par l'association française rennaise Femmes entre elles, au nom de la Coordination lesbienne en France. Ce rapport a été présenté ici, à Montréal, il y a presque 30 ans, à l'occasion de la Marche mondiale des femmes contre les violences et la pauvreté. Donc la lesbophobie désigne l'hostilité, la marginalisation et le rejet des lesbiennes. L'enjeu de cette création linguistique était de mettre en lumière la spécificité des violences et des discriminations faites aux lesbiennes. La volonté de créer ce terme avait aussi pour objectif de pointer la fausse neutralité du mot homophobie qui a tendance à se focaliser encore aujourd'hui sur le point de vue des hommes gays au détriment des lesbiennes. Dans son acception habituelle, l'homophobie fait en effet souvent référence à la gayphobie. Or, le rejet des lesbiennes et des gays n'est pas identique et ne recouvre pas le même type de violence, contrairement aux idées reçues. La lesbophobie se manifeste pour sanctionner celles qui vivent en dehors du cadre imposé par l'hétérosexualité. Les lesbiennes sont souvent vues comme une menace potentielle au fondement de la société, surtout parce qu'elles sont indépendantes des hommes, affectivement et sexuellement. Cet aspect est incompréhensible pour une grande partie de la population et il est même profondément constitutif de la haine exprimée à l'encontre des lesbiennes. Alors, pour ma part, j'ai eu à cœur d'approfondir les connaissances sur ce phénomène social qui a très peu été étudié et qui a rarement fait l'objet de travaux scientifiques dans le milieu académique français. Dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en 2023, je me suis intéressée à la place des lesbiennes dans la ville, plus précisément à leurs expériences dans les espaces publics parisiens. Je me suis posé cette question. Que se passe-t-il lorsque les lesbiennes sortent du placard dans la ville, c'est-à-dire lorsqu'elles sont identifiées en tant que lesbiennes, soit seules à partir de leur apparence, soit en couple lorsqu'elles échangent des marques d'affection en public. Cette question m'a permis d'analyser de quelle manière la lesbophobie se manifeste à Paris. Elle prend couramment la forme d'un harcèlement qui structure le rapport à l'espace urbain des lesbiennes. Ce harcèlement vise principalement les couples visibles, ceux qui marchent en se tenant par la main ou ceux qui échangent un baiser par exemple. À partir des 47 entretiens que j'ai menés et d'une centaine de témoignages anonymes de lesbophobie recueillis par le biais de l'Observatoire de la lesbophobie, j'ai été en mesure d'examiner plus en profondeur la lesbophobie par le prisme des insultes et des propos injurieux proférés à l'encontre des lesbiennes. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de ces insultes, mais j'ai identifié 4 grands registres et qui, j'imagine, sont très évocateurs pour beaucoup d'entre vous. Alors, le premier qui se situe en haut, c'est celui de la stigmatisation identitaire. On y retrouve l'insulte classique « Gwyn », et le mot lesbienne est très souvent détourné de manière insultante grâce à l'ajout d'un adjectif péjoratif qui le précède, comme sale, mais aussi espèce de, bande de, ce qui donne un caractère vraiment injurieux au mot lesbienne qui ne l'est pas à l'origine. Le second registre à gauche est celui du jugement moral. Par exemple, c'est dégueulasse. Ici, il n'est pas tant question du dégoût physique que de la dimension sociale du dégoût.
Cette dimension fait référence au dégoût moral face à certains comportements qui enfreignent les normes sociales et vis-à-vis de certains groupes considérés comme immoraux, déviants ou malades. Dans les espaces publics, c'est le fait de témoigner de l'affection qui suscite du dégoût, et c'est aussi le fait d'être lesbienne. Le troisième registre en bas est celui de la pathologisation et de la référence à la religion. J'ai observé un lien de corrélation entre cette pathologisation et la religion, car la dimension curative peut souvent être justifiée par des motifs religieux, comme c'est le cas des thérapies de conversion par exemple. Elles s'appuient, ces thérapies, sur le postulat que l'homosexualité est une maladie qu'il conviendrait de guérir. Et ces thérapies recouvrent un ensemble de pratiques avec pour objectif de modifier l'orientation sexuelle d'une personne ou son identité de genre. Elles sont généralement portées par des courants religieux issus des 3 monothéismes, mais pas que. Enfin, le quatrième registre à droite est celui de l'hypersexualisation et représente avec la stigmatisation identitaire les insultes caractéristiques de la lesbophobie, selon mon travail. Cette catégorie d'insultes touche majoritairement les couples. Elle renvoie systématiquement les lesbiennes à leur sexualité en les réduisant à des objets sexuels à disposition des hommes, tout en effaçant paradoxalement la notion même de couple. C'est le registre le plus utilisé pour agresser verbalement les lesbiennes à Paris. Et en fait, là, je n'ai pas le temps pour la présentation, mais j'ai aussi fait 4 catégories d'insultes à partir du registre de l'hypersexualisation, où là, j'essaie d'aller un peu plus en profondeur pour comprendre ce qui se joue dans cette hypersexualisation qui touche vraiment uniquement les lesbiennes. Alors, à partir de ce travail sur les insultes, j'ai vraiment voulu comprendre ce qu'était la lesbophobie. Et donc, j'ai mené une réflexion sur ces ressorts à partir d'une approche intersectionnelle. Donc, jusqu'à présent, la lesbophobie est toujours appréhendée suivant l'équation située à gauche. Homophobie plus sexisme égale lesbophobie. Cette acception est très souvent partagée par le milieu associatif et militant. Par exemple, en France, SOS Homophobie, qui est l'association nationale de lutte contre la LGBT-phobie, parle habituellement d'une double discrimination ou d'une double peine pour désigner les violences faites aux lesbiennes, en accentuant donc sur l'idée d'un cumul. Cette notion d'addition tend à essentialiser et à figer la position de chacune dans les rapports sociaux. La seconde limite de cette équation est de mettre sur le même plan le sexisme, qui est un rapport de pouvoir, et l'homophobie, qui est un type de violence. Enfin, cette équation empêche, selon moi, de penser et d'analyser la lesbophobie indépendamment de la gayphobie. On a toujours tendance à comparer les lesbiennes aux gays, même sur la question des violences. Donc, dans la continuité des réflexions menées par Lynn Chamberlain en particulier, mon travail de recherche m'a permis de comprendre que la lesbophobie ne résulte pas du tout de ce cumul. Les insultes lesbophobes sont plutôt l'expression d'une articulation entre 2 rapports de domination, le sexisme et l'hétérosexisme, qui est une notion qui est un peu moins connue. C'est bien ce croisement qui est au cœur de la lesbophobie, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire sur le schéma de droite. Autrement dit, la lesbophobie s'enracine dans le fait que l'hétérosexualité est imposée comme seule sexualité normale, naturelle, et dans le sexisme qui en découle, avec une dimension spécifique liée à l'oppression des femmes. Donc très différent du sexisme que peuvent subir les hommes gays, par exemple. D'autres rapports de pouvoir peuvent également s'articuler au premier, comme le racisme, par exemple. Enfin, étant donné que les lesbiennes se situent au carrefour de multiples rapports de pouvoir, je propose d'envisager aussi la lesbophobie comme partie intégrante du continuum de la violence sexuelle. C'est à ce titre que les lesbiennes sont le catalyseur de violence à l'intersection du genre et de la sexualité. Alors ici, je vais vous présenter très rapidement une frise chronologique qui synthétise les productions, les travaux, les projets sur la lesbophobie en France entre 2007 et 2025. Alors, comme vous pouvez le voir, entre 2007 et 2015, il y a eu 4 enquêtes sur la lesbophobie qui ont été publiées par 2 structures associatives. Donc 2 par l'Autre Cercle, qui est une association nationale qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Et 2 par SOS Homophobie, donc une association nationale dédiée à la lutte contre les violences et les discriminations envers les personnes LGBT.
L'année 2015 marque un tournant symbolique, car c'est la première fois que le terme lesbophobie entre dans le dictionnaire français. Et cette année marque aussi l'apparition de plusieurs projets autour de la lesbophobie. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai débuté ma thèse en 2015 aussi. C'était ma première inscription. En 2022, donc, l'autre cercle a publié une enquête sur l'expérience des lesbiennes au travail pour penser leur inclusion dans le monde professionnel. C'est aussi en 2022 que j'ai cofondé avec Sophie Pointurier l'Observatoire de la lesbophobie. En 2024, la lesbophobie aussi a fait l'objet d'un ouvrage grand public dans l'essai que j'ai coécrit avec Sophie Pointurier, Le déni lesbien. Et enfin, le projet Odile est une recherche universitaire portant sur l'expérience des lesbiennes au travail. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de recherche en post-doctorat l'année dernière. Donc, je vais vous présenter les 3 projets les plus récents, ceux sur lesquels je suis engagée. Alors, l'Observatoire de la lesbophobie, c'est une structure associative et indépendante que donc, j'ai cofondée avec Sophie en 2022 officiellement, mais on a commencé en 2018, lorsque j'étais doctorante et face au peu de données disponibles sur les violences faites aux lesbiennes. Il s'agit d'un centre de documentation et de ressources en ligne sur les parcours lesbiens et la lesbophobie, qui prend la forme d'un site internet. Je précise que nous sommes présentes sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre aujourd'hui ou demain. Donc on a pensé ce site comme un moyen de pallier à cette sensation et cette impression d'invisibilité lesbienne en ligne. Donc en fait, l'objectif, c'était de réunir un ensemble de ressources pour les mettre à disposition des internautes concernant la question lesbienne, mais aussi la question des violences. Donc, par exemple, ça va être des podcasts, des articles universitaires, de la documentation associative et institutionnelle. On a aussi envisagé ce site comme un espace où les lesbiennes peuvent témoigner de manière anonyme des violences qu'elles subissent. Donc, on a un formulaire de témoignage qui peut être rempli à n'importe quel moment de l'année. Ces témoignages nous permettent de produire des données sur la lesbophobie afin d'interpeller la société française sur ce type de violence. Alors, voici la page de garde du site. Quand on va dessus, on tombe sur cette première page. Et là, vous voyez le petit bouton pour témoigner. Okay. Peut-être que je peux le prendre. Ouais, je suis pas. Ouais, merci. Merci. J'étais un peu tordue depuis tout à l'heure. Voilà. Là, après, on voit à gauche les ressources en ligne. Donc, c'est des petits boutons thématiques sur lesquels on peut appuyer. Et par exemple, sur le ressources culturelles, on a le podcast. Et ensuite, on a un ensemble en fait, de liens hypertextes qui présentent tous les podcasts qui abordent la question lesbienne, soit les autrices, culture et société, santé, etc. Donc, ça permet vraiment il est régulièrement mis à jour. Et ça permet vraiment, voilà, pour n'importe quelle personne, notamment les jeunes, de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Et enfin, concernant les témoignages, en fait, on a le formulaire de témoignage qu'on va ensuite trier tous les témoignages qu'on a reçus par contexte. Et ensuite, par exemple, à droite, pour la question des espaces publics, on voit le type de témoignage qu'on reçoit. Et c'est cela que j'ai analysé dans le cadre de ma thèse. Alors maintenant, je vais passer au déni lesbien. Donc avec Sophie, on a récolté ces témoignages pendant 5 ans et je ne vous cache pas que c'était un peu difficile à la longue de lire tous ces témoignages qui sont très violents. Moi-même, avec ma thèse, j'étais un peu en trop-plein à un moment. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou différemment pour continuer à poursuivre cet engagement pour la question lesbienne et les lesbiennes. Et donc, ça faisait un moment qu'on se posait une question entre nous et parmi nos amis, qui était... Pourquoi y a-t-il si peu de personnalités publiques ouvertement lesbiennes en France ? Est-ce qu'on peut parler d'une exception française sur cette question ? Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler en off, mais est-ce que c'est aussi le cas au Canada, par exemple ? Donc c'est à partir de cette question que nous avons écrit et publié notre essai « Le déni lesbien, celle que la société met à la marge ». Notre objectif était de mettre en lumière les enjeux de la visibilité lesbienne en France et souligner l'importance des représentations lesbiennes dans nos vies. Alors la tâche n'a pas été simple pour rencontrer des lesbiennes connues qui accepteraient de partager leurs expériences dans un livre choral avec toutes les lesbiennes out de France. Donc soit c'était un gage de motivation pour certaines, soit c'était plutôt quelque chose d'assez terrifiant de se retrouver un peu
labellisé avec toutes les lesbiennes de France. Donc effectivement, il y en a pas mal qui ne nous ont pas répondu. Les plus connues n'ont jamais répondu à nos demandes, mais en tout cas, celles qui ont accepté avaient déjà abordé leur lesbianisme publiquement en dehors de leurs propres réseaux sociaux, donc dans des médias de large ampleur. Et surtout, c'était des personnes qui avaient vraiment un métier à caractère public avec une dimension publique. Donc que ce soit par exemple l'avocate Caroline Mécari, la chanteuse Aloïse Sauvage, l'humoriste Tani, la députée européenne Mélanie Vogel ou l'écrivaine Fatima Das, toutes ont comme point commun d'avoir intégré la question lesbienne à leur travail, c'est-à-dire que cette question fait partie de leur vie professionnelle et aussi de leur vie publique. Et c'est vraiment le point commun entre toutes celles qui ont accepté de nous répondre. Celles qui n'ont pas accepté de nous répondre n'intègrent pas la question lesbienne de cette manière-là dans leur vie publique. Donc dans ce livre, les témoignantes racontent les gains et les coûts d'une visibilité publique, mais surtout la joie de se dire publiquement lesbienne et de pouvoir incarner des rôles modèles pour les jeunes générations, ce dont elles ont manqué cruellement elles-mêmes au moment de leur coming in et de leur jeunesse. Et donc je vais terminer par le projet Odile. Alors le projet Odile, c'est une recherche qui est portée par la professeure des universités en sciences de gestion Clotilde Coron à l'université Paris-Saclay. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'une recherche académique sur les lesbiennes reçoit un financement de l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est quand même pas rien. Comme vous pouvez le lire, l'acronyme Odile, ça peut être un prénom de lesbienne peut-être, correspond à Organisation, Diversité, Inclusion lesbienne. Cette recherche, inédite en France, vise à décrire et comprendre le vécu au travail des salariées lesbiennes et la façon dont les organisations de travail peuvent devenir plus inclusives envers elles. Donc l'Observatoire de la lesbophobie, via moi, s'associe à cette enquête pour produire des données sur la lesbophobie. Alors, cette recherche repose sur 3 méthodologies différentes. Donc on est une équipe de recherche de plusieurs personnes. La première consiste à mener des entretiens auprès de 70 salariées lesbiennes et de managers de la diversité pour mieux comprendre les réalités et les expériences des lesbiennes au travail et surtout les politiques d'inclusion qui sont mises en œuvre dans le secteur privé en particulier. Bon, il n'y en a pas beaucoup finalement des politiques d'inclusion qui prennent en compte ça, on s'en rend compte là dans nos données. La seconde méthodologie, c'est un appel à témoignages pour collecter justement des expériences de lesbophobie. On a lancé une campagne d'appel à témoignages entre le 4 juin et le 31 septembre 2025. Alors moi, je pensais qu'on allait vraiment recevoir énormément de témoignages via les réseaux de l'Observatoire, via mon réseau, à la fac, etc. Et en fait, on a recueilli 71 témoignages. Donc c'est très peu sur le territoire français. Donc ça, on aura l'occasion peut-être d'en discuter aussi. Moi, j'ai des pistes pour expliquer cela, mais en tout cas, 70, c'est pas beaucoup. Mais quand même si ce nombre est très bas, j'ai quand même pu analyser les formes que prend la lesbophobie au travail. En tout cas, ça amorce déjà un début de travail pour poursuivre en tout cas cette réflexion dans un autre cadre. Et enfin, la dernière méthodologie s'appuie sur l'envoi d'un questionnaire à 5500 salariés en France afin de mesurer les inégalités professionnelles en fonction du genre et de l'orientation sexuelle. À l'heure actuelle, nous terminons d'analyser toutes les données que nous avons récoltées et nous organisons une journée de recherche publique pour présenter nos résultats le 26 mai 2026 à Paris. J'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que ça a été clair pour vous. Et j'espère surtout que cet état des lieux vous aura donné un aperçu de la situation en France de ce sujet et comment il est traité. Il y a un réel enjeu à poursuivre ces travaux et ces réflexions et à les légitimer à la fois dans l'espace académique, l'espace militant et dans l'ensemble de la société française. Merci beaucoup pour votre attention. Le RLQ vous présente l'état des lieux des communautés lesbo-queer au Canada en 2024. Donc, on a mené 2 études. Vous avez peut-être vu passer dans les dernières années notre étude québécoise qui a été faite. On avait rejoint 1300 répondantes à travers le Québec pour faire un état des lieux des communautés lesbo-queer. Et en 2024, on a fait un état des lieux des communautés lesbo-queer au Canada. Donc, on a réussi à rejoindre 2300 répondantes à travers le Canada.
On était vraiment très, très contents d'avoir pu rejoindre des gens dans les 13 provinces et territoires. Donc, on a des données intéressantes au Yukon, au Nunavut, qui sont des témoignages. C'est pas nécessairement ce qu'on s'attend. Donc, c'était vraiment quand même très, très intéressant. On a 45 de données qui viennent du Québec. On a quand même 20 des répondantes qui habitaient en Ontario. 9 en Alberta, ce qui est peut-être, vous ne serez pas surpris, la province qui avait le plus d'enjeux par rapport à la sécurité des communautés lesbo-queer. Et donc, vraiment une diversité assez intéressante. On avait 47 questions dans notre questionnaire. Donc, on a recueilli des données à la fois quantitatives et qualitatives dans différents secteurs. Donc, on a investigué l'état des lieux dans l'état des lieux des communautés lesbo-queer par rapport, par exemple, au sentiment de sécurité, par rapport aux sphères médicales, par rapport aux sphères du travail, par rapport aux sentiments dans les espaces publics. Donc, on a reçu à peu près 700 témoignages par section. Donc, comme Sarah présentait tantôt les espaces lesbophobes, les espaces lesbophobes, les insultes lesbophobes à travers les espaces publics, nous aussi, il y a beaucoup de ça qui revenait. Puis la typologie est très intéressante d'ailleurs pour les comprendre. On a vraiment beaucoup de données, donc on va vous donner un bref aperçu de nos données, mais on a les rapports de recherche imprimés bilingues qui sont disponibles à l'avant, à la table d'accueil, avec les sacs RLQ d'ailleurs, qui sont là gratuitement, donc n'hésitez pas à prendre un sac RLQ aussi. Donc, si vous voulez prendre le rapport après, il y a les données qui sont décrites de façon beaucoup plus exhaustive. Donc, on a recueilli des données. Un aspect qui nous intéressait beaucoup, c'était l'identification de nos communautés. Donc, qui fait partie de nos communautés? Et donc, peut-être que ça ne surprendra pas, mais l'identification lesbienne était plus populaire en français. Donc, il y avait des différences linguistiques intéressantes. Donc, 58% des répondantes s'identifiaient comme lesbiennes en français versus juste 40,8% en anglais. Et à l'inverse, l'identification queer était plus populaire en anglais, donc 32% des répondantes qui s'identifiaient comme queer versus 14,5% en français. Donc, ça reflète des différences linguistiques assez intéressantes. On avait aussi une différence en termes d'âge. Donc, les générations plus âgées avaient tendance à s'identifier davantage comme lesbiennes et les générations plus jeunes comme queer. Mais on avait quand même un pourcentage assez important d'identification lesbienne à travers les différentes générations. Et on a aussi une grande, grande diversité en termes d'identité de genre. Donc, on a à peu près une personne sur deux qui s'identifie comme femme cisgenre. On a 17% qui s'identifient comme femme queer. Donc, on entend ici femme queer, c'était une option d'identité de genre et non d'orientation sexuelle. C'était deux questions séparées. Donc, très intéressant. Et près d'une personne sur quatre s'identifie comme non-binaire. Donc, les chiffres étaient similaires en français et en anglais. Donc, ça pose quand même des différences assez intéressantes à travers non seulement le Québec versus le Canada, mais aussi les communautés francophones dans les autres provinces du Canada versus les communautés anglophones. Donc, je vais passer la parole à Inès. Merci Tara pour ton introduction. Donc, bonjour tout le monde. Je ne me suis pas encore présentée. Moi, c'est Inès Cabane et je suis chargée de projet au RLQ depuis environ 2 ans. Et j'ai notamment participé à la co-création de cette enquête. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le portrait sociodémographique que nous avons fait pour cette enquête-là. Je vais un petit peu faire le lien avec ce que tu viens de dire, Tara, sur l'âge et vous présenter les principales générations qui ont composé notre enquête. Ce qu'on a pu remarquer déjà, c'est que notre échantillon est quand même assez jeune puisque 24% des individus font partie de la génération Z et 47% de la génération Y. Et on a quand même aussi 20% d'individus qui faisaient partie de la génération X également. Ce qu'on a aussi voulu étudier, c'est le niveau d'études et la situation financière. Et une première donnée qui ressort, qui est assez positive, c'est le fait que 64% des individus détiennent un diplôme de cycle universitaire. Donc ça, c'est tout cycle confondu, que ce soit premier, second ou troisième cycle. Si on va aller un peu plus dans le détail, on a pu voir qu'un tiers des individus avaient un diplôme de premier cycle et un quart environ avaient un diplôme de deuxième cycle. Là, je vous présente quelques données à l'oral. Elles ne sont pas toutes présentes sur la fiche, évidemment, mais si vous voulez un peu plus explorer ça, je vous invite à aller consulter le rapport. En ce qui concerne la situation financière, ce qu'on a pu voir, une donnée plutôt positive, c'est que 60% des individus considèrent que leur situation financière est plutôt adéquate, voire même confortable, et nous avons seulement 11% des individus qui sont en situation de précarité. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet beaucoup moins réjouissant. Malheureusement, ça concerne la violence sexuelle. Et là, les données sont quand même assez accablantes, puisqu'on a pu voir que 2 personnes sur 3 avaient déjà vécu de la violence sexuelle au moins une fois dans leur vie. Et pire encore, pour 1 personne sur 2, cette violence sexuelle s'était même répétée à plusieurs reprises. Je vais conclure ce portrait sociodémographique global en vous parlant des taux de handicap, de neurodivergence et de santé mentale.
Donc, dans notre enquête, nous avions 43% des individus qui déclaraient être en situation de handicap, donc que ce soit un handicap visible ou invisible. Au niveau des enjeux de santé mentale, un chiffre assez important aussi. 2 personnes sur 3 déclaraient avoir des enjeux de santé mentale, que ces enjeux soient diagnostiqués par un professionnel de santé ou autodiagnostiqués. Et enfin, je conclus mon propos avec la neurodivergence. Là aussi, c'est un chiffre assez significatif, puisqu'environ 1 personne sur 2, on est à 52%, des individus qui estiment être neurodivergents. Maintenant, je vais passer à une autre section, plutôt autour des perceptions. Ce qu'on a voulu explorer, comme Tara l'a évoqué, c'est le sentiment de sécurité perçu en fonction du lieu de vie des enquêtés. Et là, un premier chiffre assez positif qui ressort aussi, c'est le fait que 66% des enquêtés à travers le pays considèrent que leur milieu de vie est sécuritaire pour les communautés de LGBTQIA+. Pour analyser ça un peu plus en détail, on a fait des croisements en fonction de la province ou du territoire. Et globalement, les chiffres sont assez optimistes, il faut le dire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a quand même une petite exception, c'est le cas de l'Alberta, malheureusement, où près d'1 personne sur 3 ne se sent pas en sécurité dans cette province-là. En lien avec le sentiment de sécurité, je vais vous parler aussi d'un autre aspect qu'on a voulu étudier. Cette fois-ci, c'est l'ouverture du climat socio-politique au Canada. Donc d'une part vis-à-vis de la diversité sexuelle et d'autre part vis-à-vis de la diversité de genre. Donc là, ce qu'on remarque dès à présent, c'est que les chiffres sont quand même assez inquiétants et assez pessimistes, on va dire. Et ce qu'on remarque surtout, c'est la différence frappante qu'il y a entre diversité de genre et diversité sexuelle. Donc par exemple, je vais vous donner un chiffre. 35% des individus estiment que le climat social est hostile vis-à-vis de la diversité de genre au Canada. Et ce chiffre tombe à 14% en ce qui concerne la diversité sexuelle. On a aussi, comme pour le sentiment de sécurité, on a fait des croisements en fonction du lieu de vie. Je vais prendre l'exemple du Québec. Alors au Québec, 10% des individus estiment que le climat social est hostile vis-à-vis de la diversité sexuelle. Ce qui est quand même un chiffre assez bas. C'est assez positif, ça il faut le noter. Ce qu'on a surtout remarqué encore une fois, c'est la différence avec la diversité de genre, puisque 32% des individus au Québec estiment que le climat social est hostile vis-à-vis des personnes transgenres et non-binaires. Enfin, je vais conclure cette partie en reprenant le cas de l'Alberta, et pour confirmer un peu la tendance globale de notre enquête. Dans cette province, 40% des individus estiment que le climat est hostile, donc envers la diversité de genre. Et on a pu le voir aussi dans notre enquête, on a reçu énormément de témoignages qui relataient aussi ce climat d'insécurité dans cette province-là, malheureusement. Maintenant, je vais enchaîner avec un second volet, cette fois-ci plutôt qualitatif, dans notre enquête. Et là, on a cherché à se concentrer plutôt sur les discriminations vécues dans plusieurs sphères. Donc, on a étudié 5 sphères. On a étudié la sphère médicale, la sphère du travail, les espaces publics, la sphère scolaire et enfin la sphère religieuse. Là, dans le tableau que vous voyez à l'écran, ce qu'on remarque, c'est que 47% des individus ont déjà vécu du sexisme dans le milieu médical et 45% ont aussi vécu du sexisme, cette fois-ci au travail. Et enfin, je vais terminer avec les espaces publics parce que c'est quand même notre axe majeur pour cette enquête. Et là, on remarque des chiffres assez accablants aussi. Presque 1 personne sur 2, 52%, a déjà vécu du sexisme dans les espaces publics. Et aussi, 44% ont déjà vécu une situation discriminatoire en raison de leur orientation sexuelle dans cette sphère-là. Ça, c'est des chiffres un peu généraux qui vous donnent une idée des discriminations par sphère. Mais comme je vous le disais, c'est quand même un volet qualitatif. Et on a énormément de témoignages qui sont ressortis aussi. On a environ, pour vous donner un exemple, 700 témoignages qui sont ressortis par sphère. Je laisserai Tara vous parler un peu plus de ce volet-là de l'enquête. Merci. Merci Inès. Pour continuer un peu sur la question des espaces, on peut peut-être remonter au dernier graphique en bas au milieu. Donc, pour poursuivre celui en bas de l'affiche. Merci beaucoup. Donc, les espaces par et pour. Donc, on voit qu'évidemment, il y a un grand problème de discrimination dans les espaces publics. Donc, un grand besoin d'avoir des espaces par et pour, des espaces sécuritaires. Malheureusement, la question qu'on se pose toujours, où sont nos espaces? Donc, on voit très bien qu'à travers le Canada, et ça, c'est quelque chose qui se reflétait à travers toutes les provinces, il y a vraiment un manque d'espaces par et pour. Donc, ils sont considérés inexistants à 32%, peu présents ou peu visibles
faible à 38 %. Donc, vraiment, peu de personnes considèrent qu'il y a des espaces par époux. Les chiffres sont un peu plus encourageants par rapport à la perception de la présence et de la visibilité lesbo-queer. Donc, on voit qu'on a une tendance majoritaire, 40 % à considérer qu'il y a une présence moyennement visible des personnes lesbo-queer dans les espaces publics. Donc, on voit une petite différence à ce niveau-là. Et parmi les témoignages, là, je vais juste plonger un peu dans le qualitatif pour conclure. Parmi les témoignages qui sont ressortis, on avait à peu près 700 témoignages qui sont ressortis sur les espaces publics. Donc, ce qui est ressorti notamment, c'est que c'est pas seulement les enjeux ne touchent pas seulement les espaces publics hétéronormatifs, mais les espaces 2S, LGBTQIA+, aussi, qui sont encore dominés par une présence masculine d'hommes gays. Donc, peu d'espace, par exemple, dans les événements comme les fiertés, dans les villages gays, dans les événements corporatifs comme les chambres de commerce, donc une présence faible des personnes lesbo-queer. Plusieurs témoignages aussi de sexisme et de misogynie vécus dans ces espaces. Et ce qui était aussi intéressant à noter, c'était la quantité de personnes, des centaines de personnes qui ont dit « on n'a pas de bar, on n'a pas de bar, on n'a pas de place », la fameuse disparition des espaces lesbiens. Où sont nos espaces? Donc, c'est une question qui revenait vraiment, vraiment beaucoup à travers les témoignages qui disaient que nos lieux sont majoritairement ponctuels, éphémères. Et aussi, de façon intéressante, si on considère la difficulté d'accès, beaucoup de personnes ont témoigné que c'était difficile d'accéder à ces milieux-là. Il y a la notion de clic qui est ressortie, la notion de réseau fermé, majorité de réseaux privés. Donc, beaucoup de personnes qui ont quitté des milieux ruraux pour aller explorer des espaces dans les espaces urbains, dans les grands centres urbains, ont mentionné la difficulté d'accéder, la difficulté de pénétrer dans des espaces lesbo-queer qui n'étaient pas toujours accueillants. Et donc, c'était vraiment contraire, par exemple, au Yukon. On a eu beaucoup de témoignages vraiment positifs sur l'accueil des communautés. Donc, c'est intéressant comment certaines données nous ont surprises à ce niveau-là. Donc, dans les espaces publics, comme Sarah l'a évoqué en grand détail, beaucoup mieux que nous, donc je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais nous aussi, c'est ça, il y avait beaucoup de fétichisation lesbienne, donc beaucoup de commentaires très sexuels par rapport surtout aux couples, aux personnes qui se promenaient en couple. Donc, je vous épargne les détails des plus crus, mais le typique « veux-tu faire un trip à trois? Veux-tu coucher avec nous? » Entre violence verbale et sécurité, crainte pour sa sécurité physique, on a malheureusement eu aussi beaucoup de témoignages d'agression physique, souvent envers les personnes qui sont non conformes au genre, donc des personnes plus butch, des personnes non-binaires, des personnes trans qui vont craindre encore davantage pour leur sécurité physique, alors que les couples de femmes ont évoqué davantage de stress par rapport à du harcèlement sexuel. Et une réglementation de la visibilité, le lesbianisme considéré comme inapproprié en public. Ça revient un peu aux commentaires aussi religieux, ça aussi c'est revenu avec nous, fais pas ça devant mes enfants. Et là vraiment, c'était pas seulement, les commentaires venaient pas seulement d'hommes cis, mais venaient aussi de familles, de femmes et d'une grande diversité d'individus. Une autre sphère qui est très importante à considérer, qui revient aussi beaucoup dans nos recherches, c'est la lesbophobie dans le milieu médical, croisée évidemment avec d'autres types de discrimination comme le sexisme et la transphobie. Donc, l'invalidation de la sexualité lesbienne, qui peut avoir une incidence sur la qualité de l'offre de soins. Donc, certains spécialistes de la santé, gynécologues même, qui ont fait des commentaires de l'ordre de « Ah, t'as pas du vrai sexe, donc t'as pas besoin de pap test, t'as pas du vrai sexe, donc pas besoin de faire des suivis d'ITSS ». Les corps des femmes et des personnes lesbo-queer sous la loupe. On a aussi beaucoup d'expériences paternalistes, de commentaires sexisme et de microagressions qui sont ressortis. Donc, un exemple, encore une fois, dans le domaine plus gynécologique, des commentaires que « Ah, t'as un très beau, dommage que tu sois lesbienne ». Donc, ce type de commentaire-là qui est revenu à quelques reprises. Pour vous donner une idée, on a 700 témoignages. Donc, je vous épargne les plus crus. Mais si vous voulez, ils sont dans notre... si vous voulez être fâchés, ils sont dans notre rapport de recherche. Et beaucoup de sexisme aussi. Donc, ce qu'on trouve intéressant, c'est vraiment d'articuler la dimension de sexisme et d'homophobie. Et ici, on pense aussi à la dimension du racisme, donc la douleur des femmes, des personnes lesbo-queer et racisées qui est moins prise au sérieux, donc une réalité banalisée, parfois une difficulté à avoir accès à des soins. Et pour terminer avec la sphère du travail, donc on a beaucoup de témoignages de rejet, de fétichisation, de difficultés
de difficultés ou de stress par rapport au coming out. Donc, entre sexisme et homophobie, des multiples malaises et inconforts. Et beaucoup, beaucoup de témoignages de sexisme au travail. Donc, des personnes qui, par exemple, se sentent invalidées, qui sentent que la voix des hommes, même quand ce n'est pas nécessairement des supérieurs, la voix des hommes va être considérée comme plus légitime. Donc, par exemple, une ingénieure, on va se tourner vers l'homme à côté pour avoir la réponse. Donc, ce type de commentaires super enrageant, il y en a aussi à l'appel qui est ressorti dans l'enquête. Donc, globalement, donc on a encore beaucoup d'autres données. Ça, c'est vraiment un aperçu très, très global de nos données. On aimerait vraiment pouvoir continuer le travail, continuer de creuser à travers certaines données. Donc, si jamais vous avez des projets de collaboration, si vous avez envie de... On a potentiellement un projet d'ouvrage collectif qui va sortir. On croise les doigts pour une prolongation de subvention. On vous tiendra au courant, mais si jamais on va avoir un appel de texte pour collaborer, pour continuer à creuser ces données-là. Et... j'inviterais Sarah à remonter sur le stage avec nous pour poursuivre cette conversation-là. C'est intéressant. Je pense que vous avez pu voir ce qu'on trouvait intéressant, c'était de regarder, d'avoir une conférence d'ouverture qui permettait de faire des ponts entre la France et la situation au Canada. Donc, on voit que la situation en France est quand même un peu différente de celle de l'ensemble du Canada. J'imagine que certaines données ont dû... Fait que peut-être que je lancerai une question avant de passer la balle au public. Je te demanderais peut-être ton feeling par rapport à ces données-là. Qu'est-ce qui a résonné pour toi qui est différent par rapport de la situation en France? Déjà, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Déjà, ce qui me frappe, moi, c'est le nombre de données que vous avez récoltées, parce que mes 70 témoignages à côté, c'est quand même rikiki. Donc déjà, c'est ça, c'est d'avoir pu quand même toucher une population cible assez large, plus de 2000 réponses. Ce qui est intéressant aussi, c'est après les points communs, c'est de retrouver vraiment cette question du harcèlement dans les espaces publics et cette question aussi de la disparition des bars lesbiens. Ça, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est international. Parce que je sais qu'à New York, c'est la même chose. En France, j'en parlais avec Émilie et Jemila, on a... 4, 5 bars exclusivement lesbiens. Après, c'est ce qu'elles m'ont dit, voilà. Mais pour nous, c'est quand même pas beaucoup, sachant qu'il y en a beaucoup qui ferment, qui réouvrent. Après, il y a aussi beaucoup d'événements éphémères qui vont avoir lieu dans certains espaces. Mais je trouve ça intéressant de voir les points communs sur cette question-là de la fétichisation, des questionnements sur où se rendre visible, où sont les espaces où on peut l'être, et aussi la dimension de, comment dire, que le fait que les hommes cis sont toujours très présents dans le sigle LGBT, en tout cas nous on a 2 E LGBTQIA+, et en France c'est exactement la même chose aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être une meilleure ouverture culturelle sur cette question de la visibilité non hétérosexuelle ici, qui reste limitée, mais nous j'ai l'impression que c'est pire en fait. Que c'est vraiment pire. Ouais.